À toi. Je m'appelle Monsieur Jacques Tati, je suis de la République démocratique du Congo. Je suis syndicaliste de la Fédération nationale des enseignants et des éducateurs sociaux, donc FENECO en sigle. C'est une organisation syndicale qui évolue dans le secteur de l'éducation primaire, secondaire et technique. D'accord. Bonjour camarades. Je m'appelle Pierre Varly. Je suis consultant international spécialisé dans l'évaluation notamment des acquis scolaires. Donc, j'exerce depuis 20 ans ce métier et j'ai été aussi assistant technique au Bénin et j'ai travaillé longtemps en Afrique. Je continue à travailler beaucoup en Afrique et je suis heureux de participer avec vous à ce tutoriel sur le suivi évaluation. Donc, c'est une coproduction de la FENECO UNTC que vous connaissez et de l'association Méridier. Donc, Jacques va nous présenter la FENECO. La FENECO-INTC, comme je l'ai dit, est une organisation syndicale. Donc, c'est la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, FENECO en sigle. C'est une vieille organisation parmi les premiers syndicats du Congo. Donc, elle est issue de l'ex-INTESA, Union nationale des travailleurs d'Isaïr à l'époque, donc depuis 67. Et en 90, avec la libéralisation des mouvements syndicaux, nous sommes devenus FENECO. Et on intervient surtout dans le secteur de l'éducation, le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Nous sommes basés à Kinshasa, mais aussi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans les 26 provinces. On peut dire qu'on a plus de 11 000 adhérents actuellement et nous sommes la première force syndicale dans le nombre d'adhérents. Merci. À toi. Alors, l'Académie syndicale en ligne, depuis toujours, nous avons constaté qu'il y a une certaine pesanteur dans la formation des syndicalistes. Et il y a beaucoup de syndicats malades, comme on dit ici. Les gens se réveillent le matin et demain, ils se disent syndicalistes. C'est en ce sens-là que nous avions pensé qu'il fallait renforcer les capacités des syndicats, leur donner d'abord les fondamentaux du syndicalisme, mais aussi évoluer dans tout ce qu'il y a comme domaine syndicaliste. Et nous avons commencé à réfléchir ensemble avec Pierre Varly. Nous avons monté un projet FORSIC, donc la formation des syndicats. Et derrière ça, nous avons voulu donner cette formation. Alors, nous avons déjà lancé la formation en RD Congo depuis 2020. Et en 2021, nous avions eu, disons, l'honneur d'être avec les syndicats du Gabon qui ont participé cette fois à la deuxième académie syndicale. Et nous donnons spécialement les modules sur les fondamentaux du syndicalisme, mais aussi nous voulons étendre cette formation dans les suivis évaluation parce que là, il y a une nette crise. Les syndicalistes ne connaissent pas vraiment trop ce domaine et c'est sur ce point que nous nous statuons. Merci, Zach. Donc, moi, je suis président de l'association Méridier, qui a été créée en avril 2021. Donc, qui gère depuis 10 ans un blog sur l'éducation dans les pays du Sud, avec notamment beaucoup d'articles sur la RDC réalisés par Jacques. L'association a une vocation internationale. Elle a pour objectif de contribuer au dialogue sur les questions d'éducation, de formation et d'emploi, de santé, la préservation de l'environnement, d'initier, gérer et soutenir des projets éducatifs et de fédérer un collectif d'experts, de professionnels et de citoyens intéressés par ces thématiques. Donc, nous sommes déjà une quinzaine de membres d'Afrique subsaharienne, du Maghreb et de France. Et puis, parmi nos premières actions, nous allons apporter un soutien logistique et financier à l'Association camerounaise des acteurs du développement. Donc, nous avons lancé une campagne de fonds et nous avons aussi lancé des tutoriels sur WordPress, donc sur les blogs en éducation. Et au fur et à mesure, nous allons, sur la chaîne YouTube, rajouter des tutoriels, donc comme celui-ci en partenariat avec la FENECO UNTC. À toi, Jacques. Alors, l'importance des suivis d'évaluation dans les secteurs de l'éducation est très importante. Nous voulons, d'une manière ou d'une autre, faire participer les syndicalistes dans l'élaboration de la politique. Depuis en amont, comment on conçoit cette politique. Et il faudrait que les syndicalistes participent activement
et qu'après l'élaboration de cette politique, sa mise en œuvre, les syndicalistes soient là pour essayer de voir exactement ce qui a été proposé, ce qui a été décidé et ce qui a été fait. De cette manière, avec la pression qu'il y a des syndicalistes, ils peuvent pousser les gouvernements à élaborer des vraies politiques, mais aussi à être dans le suivi-évaluation pour savoir qu'est-ce qui a été proposé, qu'est-ce qui a été donné et qu'est-ce qui s'est fait réellement sur ce terrain. Et sur base de ces éléments-là, les syndicalistes peuvent participer activement et améliorer les conditions, et la qualité, la bonne gouvernance et même l'équité au niveau des systèmes éducatifs dans la plupart des pays africains. Alors, l'objectif de cet tutoriel, comme nous avions dit, nous voulons sensibiliser à l'importance des suivis. Nous voulons introduire les méthodes de suivi et évaluation en éducation. Et nous voulons savoir lire un cadre de résultats et après avoir fait tout ça et savoir lire le cadre. Nous voulons connaître le revue sectoriel parce que c'est très important de suivre. Nous voulons être au courant des initiatives africaines en suivi et évaluation et surtout dans chaque pays où nous allons lancer ces formations. Nous voulons faire un point sur la situation en RDC. Exactement, c'est qu'en RDC, cette situation pose problème. Il y a une politique éducative qui s'est faite, mais on met à côté les syndicalistes et faire participer les syndicalistes. Participer, c'est vrai, mais au fait, les syndicalistes viennent juste participer pour avaliser ce qu'il y a été fait. Alors, nous voulons qu'ils soient des vrais participants, mais aussi décider exactement sur ce qui se passe. Merci Jacques. Donc, nous allons voir plusieurs choses. Donc, on a vu l'importance du suivi et évaluation. Nous allons voir quelques concepts et définitions clés, les mécanismes de suivi et évaluation, notamment les revues sectorielles, les outils, le cadre d'indicateurs, les rapports de performance, voir la situation des rapports de performance en Afrique avant de plonger plus en détail sur ce qui se passe en RDC en termes de suivi. Quelle est la revue sectorielle, comment ça s'organise, quel est le rôle des syndicats et de la société civile. Nous allons voir quelques perspectives et puis nous allons vous donner des ressources pour aller plus loin. Donc, nous allons prendre un exemple du Partenariat mondial pour l'éducation, qui a été créé en 2002 suite à la conférence de Dakar. Donc, les objectifs du suivi et évaluation du Partenariat mondial, c'est de générer des données probantes susceptibles de permettre au partenariat de tirer des leçons sur ce qui marche ou pas, c'est important, d'améliorer ses compétences et de rendre compte à ses mandants. Donc, il y a 3 objectifs. Donc, tirer des leçons, améliorer les compétences et rendre compte. Donc, l'objectif de la stratégie de suivi et d'évaluation du GPE est de comprendre à quel point le partenariat réalise les objectifs inclus dans son plan stratégique. Donc, au niveau d'un pays, la stratégie de suivi et d'évaluation vise à comprendre à quel point le plan sectoriel est mis en œuvre et atteint ses objectifs. Donc, on veut renforcer la reddition de comptes, stimuler l'apprentissage et l'amélioration de la performance et faciliter la prise de décision par le conseil d'administration et les parties prenantes nationales. Donc, vous avez ici le lien vers la stratégie de suivi et évaluation du Partenariat mondial pour l'éducation. Donc, les pays prêtent de plus en plus attention à la nécessité d'une évaluation et d'un suivi régulier de la mise en œuvre du plan du secteur éducatif. Donc, il y a quelques concepts. Cela impose de définir des indicateurs clés, donc des indicateurs sur le secteur de l'éducation, sur l'accès, la qualité, la gouvernance, la mobilisation des financements, d'élaborer un cadre de suivi et d'évaluation, donc de créer des structures ou d'utiliser des structures existantes responsabilisées pour la production des indicateurs, des rapports de performance, d'attribuer clairement les responsabilités et surtout, ce qui est le plus important dans le travail que vous allez faire sur le suivi et l'évaluation, c'est de donner suite aux conclusions de l'exercice de suivi et évaluation par des mesures appropriées. Donc, un des mécanismes sur lesquels repose le suivi et l'évaluation, c'est les revues sectorielles conjointes. Donc, sectorielles pour l'éducation, conjointes, elles rassemblent les différents partenaires du système éducatif. L'objectif de ces revues est de renforcer le cadre de dialogue sectoriel et d'assurer un suivi conjoint de la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Elles sont organisées annuellement et sont censées rassembler tous les acteurs du système éducatif. Mais le Partenariat mondial pour l'éducation note en 2017 la faible assiduité des associations de parents d'élèves présentes dans seulement la moitié des revues sectorielles
et les syndicats d'enseignants, dans seulement un tiers de revues sectorielles conjointes, est préoccupante. Étant donné qu'ils sont à la fois les principaux bénéficiaires de la politique sectorielle et des prestataires de services publics, les associations de parents et les syndicats fournissent des perspectives capitales sur la réalité du terrain. Ça veut dire quoi? Pour schématiser un peu, ça veut dire que les syndicats d'enseignants peuvent être un moyen de vérification de ce que fait le gouvernement et peuvent fournir des propositions constructives en termes de suivi pour améliorer le secteur de l'éducation et qui devraient être mieux impliqués dans le suivi. À toi, Jacques. Alors, est-il vraiment important de participer? Ouais. La capacité des syndicats à jouer pleinement leur rôle de suivi dans le secteur de l'éducation est limitée. Il est limité par les différents facteurs. Donc, premièrement, il y a la faible capacité technique en termes d'indicateurs de l'éducation. Il y a l'absence des données et leur suivi limité. Il y a la question de la pluralité syndicale et de la représentativité, surtout en Afrique où les syndicats se créent comme des champignons, c'est vraiment important. Il y a l'absence de la volonté politique et la transparence et la réduction des comptes. Là aussi, c'est un problème très important où les gouvernements aiment cacher les données, ils ne veulent pas être transparents dans ce qu'ils font. Donc, puis, il y a la politisation à outrance du secteur de l'éducation. Tout est politique, tout est politique. Et on met la technique à côté pour des décisions politiques parfois qui n'apportent pas des résultats escomptés. Merci Jacques. Donc, parmi les outils de suivi et évaluation, nous avons ce qu'on appelle des cadres d'indicateurs ou cadres de résultats. Donc, c'est un tableau d'indicateurs qui sont en général élaborés au moment de la conception du plan sectoriel avec une valeur de base, c'est-à-dire le point de départ et des cibles. On va dire par exemple que le taux de scolarisation doit passer de tant de pourcents à tant de pourcents à l'horizon 2025. Donc, les indicateurs couvrent différents aspects de l'éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons voir un exemple au Sénégal avec la matrice des 20 indicateurs du programme d'amélioration de la qualité et de la transparence qui s'appelle le PAQUET. Donc, c'est une revue annuelle qui s'est faite récemment, en mai 2021. Et nous allons voir un exemple, un extrait de ce cadre d'indicateurs. Donc, nous avons ici, alors il faut savoir lire un peu ces tableaux, nous avons ici l'indicateur qui est le taux brut d'admission en dernière année du primaire ou taux d'achèvement. Donc, il faut connaître les définitions des indicateurs. Ici, c'est la proportion des élèves d'une certaine classe d'âge, souvent 11 ans, qui arrivent à finir le cycle primaire. Donc, vous prenez les effectifs qui arrivent en fin de cycle primaire divisés par la population de 11 ans. C'est comme ça qu'on calcule. Il y a plusieurs méthodes, mais c'est principalement comme ça qu'on va calculer le taux d'achèvement. Ici, il va être décliné en filles et garçons, et vous allez avoir une année de référence, c'est-à-dire l'année de départ, une valeur de référence et une cible à atteindre. Je crois qu'on le visualise mieux avec un graphique. Donc, vous avez ici en rouge, en haut, vous avez la cible, et puis en vert, c'est ce qui a été réalisé. Donc, on voit qu'il y a encore un écart entre ce qu'on voulait faire et ce qui a été effectivement fait. Je crois qu'on le voit bien sur le graphique de droite. Donc, la référence, il y avait, en 2019, il n'y avait aucune revue sectorielle, c'est la petite barre en bas en bleu. Il n'y avait aucune revue régionale. Donc, on a réalisé 11 revues régionales en 2020, mais on n'a encore pas atteint l'objectif qui était de 20. Donc, on voit sur ce graphique, on voit en fait ce qu'il faut retenir de ces cadres de résultats, c'est qu'on définit des indicateurs au moment de l'élaboration du plan sectoriel et qu'on va suivre les progrès et voir si on a atteint les objectifs. Un autre outil important dans le suivi-évaluation, c'est ce qu'on appelle les aides-mémoires de revues sectorielles conjointes. Ça ne s'agit pas simplement de tenir la revue, mais il faut prendre des notes sur ce qui s'est dit. Donc là, vous avez un exemple toujours au Sénégal d'aide-mémoires conjoints. Donc conjoints, en général, c'est les partenaires, notamment les bailleurs de fonds et le gouvernement, qui dressent un peu un état de la méthodologie, qui explique comment on a fait le suivi, quels sont les constats et surtout quelles sont les recommandations. Donc, vous avez des recommandations qui sont transversales sur l'ensemble du secteur, et puis vous avez des recommandations qui vont pour chaque ministère, ici l'éducation nationale, l'emploi, l'enseignement supérieur. Donc, ces aides-mémoires sont en ligne sur le site du Partenariat mondial pour l'éducation, mais bizarrement, ils sont moins diffusés que par le passé. Par le passé, notamment en 2012, j'ai eu l'occasion, par exemple, de faire un peu une analyse de ces aides-mémoires, et on les trouve peu sur le site du PME, ce qui pose des questions. Nous avons un autre élément important, autre outil important pour le suivi évaluation, c'est les rapports de performance du secteur de l'éducation. Donc, je vais vous donner deux exemples, celui du Sénégal et du Ghana. Donc, vous avez ici les pages de couverture à gauche et à droite.
Donc le Ghana, alors le Ghana se distingue parce que le rapport est mis en ligne, bon, certes pas chaque année, mais il est mis en ligne quand même régulièrement. Vous avez ici le lien à droite, vous pouvez voir le rapport de 2018. Et surtout, il est discuté par la coalition de la société civile lors de la semaine de l'éducation. Je vous ai mis la page Facebook de la coalition éducation du Ghana, qui est très active et qui est soutenue d'ailleurs par des fonds du partenariat mondial pour l'éducation et par l'UNICEF. Je vous enjoins à aller voir un peu ce qui se fait au Ghana. Alors, surtout dans le rapport de performance que j'appelle bonne pratique au Ghana, c'est qu'il n'y a pas seulement des tableaux, il y a des tableaux avec les chiffres et il y a surtout une explication. Il ne suffit pas de mettre des indicateurs et de dire, bon, on n'a pas atteint l'objectif. Si on n'a pas atteint l'objectif, pourquoi? Quels ont été les obstacles? Comment on peut les surmonter? Et si on a atteint l'objectif, ben, on va essayer de capitaliser, de comprendre comment on a atteint l'objectif. Donc, ces rapports de performance, c'est à la fois du tableau et surtout des explications d'interprétation. Et c'est dans ces interprétations que vous, syndicalistes, pouvez jouer un rôle. Les tableaux, c'est surtout les services statistiques qui vont les produire. Mais vous pouvez interpréter et dire, ben voilà, on n'a pas réussi à construire les écoles parce qu'il s'est passé ceci, cela, il y a problème de prestataires, etc., etc. Donc, vous pouvez jouer un rôle dans le suivi-évaluation. Alors, si on regarde un peu, grâce à l'UNESCO, ce qui se fait en termes de rapports nationaux sur l'éducation, en 2017, on voit qu'en Europe, on est au vert, donc tous les pays quasiment font des rapports de performance, mais qu'en Afrique, on est en rouge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore ces rapports nationaux. Il y a deux pays en Afrique de l'Ouest qui les font régulièrement, c'est le Ghana et le Sénégal. Alors on pourrait se demander pourquoi, mais ce sont des pays où la démocratie est solidement implantée et qu'en fait, ces rapports de performance, c'est aussi un enjeu démocratique de transparence et de reddition de comptes. Donc, ce n'est pas étonnant qu'au Ghana et au Sénégal, mais aussi en Ouganda, en Afrique du Sud, on ait ces rapports de performance qui sont encore peu développés en Afrique. À toi, Jacques, pour la situation en RDC. Alors, en RDC, avec la mise en œuvre de la stratégie sectorielle, un dialogue sectoriel renforcé et permanent s'est installé. Ce dialogue est soutenu par l'installation du cadre de partenariat de la stratégie sectorielle et par la création du secrétariat permanent d'appui et la coordination du secteur de l'éducation SPACE. En outre, le cadre institutionnel de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation a prévu des organes de pilotage, de coordination, de concertation, de suivi et évaluation qui précisent les responsabilités des institutions et des acteurs du système aux différentes étapes et des mises en œuvre de la surévaluation de la stratégie sectorielle. Aussi, à l'occasion de l'endossement de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation et dans le cadre d'un pacte de redevabilité mutuelle, le gouvernement de la RDC et les partenaires techniques et financiers avaient chacun, en ce qui les concerne, pris des engagements majeurs sur le plan politique, stratégique et financier. Donc, vous pourrez aussi voir le lien qui est en bas qui sort et vous pourrez vérifier. C'est vrai que cette stratégie sectorielle est déjà mise en œuvre dans le cadre aussi des ODD 4, où les trois axes restent surtout l'équité, la qualité et la bonne gouvernance. Mais sur les 10 grandes mesures qu'il fallait appliquer dans ces stratégies, on remarque en RDC, c'est qu'il y a encore à faire, il y a vraiment beaucoup à faire. Si on peut dire que l'équité avec la politique de la gratuité, où on a essayé de faire en sorte que tous les enfants viennent à l'école, mais il se pose encore la question de la qualité et de la bonne gouvernance. En ce qui concerne la qualité, vous savez que les enseignants sont très mal payés et par le fait qu'ils sont très mal payés, ils sont moins motivés pour essayer de donner donc la force qu'il faut donner pour avoir une éducation de qualité. Il y a aussi les problèmes des infrastructures où la gratuité a fait en sorte que nous ayons des classes pléthoriques de 100 à 120 élèves. Et un enseignant qui est mal payé n'est pas à mesure de suivre tous ses élèves. Et ça pose vraiment des questions, vraiment si on pourrait avoir cette question de qualité. Puis il y a la question de bonne gouvernance. Et la transparence encore, ça pose problème ici, parce que les acteurs qui sont censés de mettre en œuvre cette stratégie, certains se retrouvent dans les rétrocommissions et qu'on ne voit pas réellement, on ne nous donne pas des rapports, on ne nous donne pas des chiffres, on ne nous donne pas qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait et réellement nous avons de résultats. Donc voilà la situation actuelle qui se présente en RDC.
Nous avons évidemment la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation de 2016 à 2025, c'est vrai. Vous pourrez voir un peu plus dans les cadres avec les liens qui vous est partagé. Donc, je l'ai dit, cette stratégie est mise en œuvre, c'est vrai, mais ça pose des problèmes et il faut vraiment que le gouvernement de la RDC, ensemble avec la société civile, ensemble avec les syndicats, se mettent ensemble, dialoguent franchement et acceptent vraiment de relever les budgets de l'éducation pour qu'on arrive réellement à mettre cette stratégie en place. Et il faut aussi dire que la gratuité est venue en 2019. Et en 2019, si on peut prendre dans 5 ans pour atteindre ces indicateurs objectifs, ce sera pratiquement impossible. Donc en 2025, aujourd'hui il est déjà 2021, il n'est pas possible parce que il y a des chiffres, vous pourrez voir les tableaux que nous vous partageons, il y a les indicateurs de suivi de l'accès et de l'équité. C'est vrai, il y a un accès avec la gratuité qui est déjà en 2019. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent dans des salles de classe, sont bombés, c'est vrai, mais se posent beaucoup de questions de qualité, beaucoup de questions de bonne gouvernance, si bien qu'on se pose des questions si on sera en mesure de réaliser, de mettre vraiment en œuvre cette stratégie. Donc, vous voyez le nombre de classes préparatoires fonctionnelles. Vous regardez déjà, nous passons de 0 en 2018, nous étions déjà à 1000. Nous avons les taux brut de préscolarisation. Nous sommes passés de 4,2 en 2014 jusqu'à 4,8 en 2018. Nous avons les taux de scolarisation des 5 ans et des classes préparatoires. Aujourd'hui, donc en 2018, nous avions 1,3. Le pourcentage d'enfants âgés de 6 ans dans les effectifs nouveaux entrant en primaire, nous étions en 2014 en 47,7%. Aujourd'hui, on est à 52,1%. On sent qu'il y a dans le préscolaire, la courbe est ascendante. Et au niveau primaire, nous avons les taux bruts qui passent de 107% à 100,8%. Nous avons la proportion des enseignants au primaire recensés par le CICOP payés par l'État, 75% en 2014 et 100%, disons 87,2%. C'est vrai que ces chiffres sont à revoir parce qu'il y a encore beaucoup des enseignants, même si le gouvernement en place dit qu'il a payé tous les enseignants en primaire, mais il y a encore des enseignants en primaire, que ce soit ici dans la capitale ou dans les provinces. Il y a des enseignants qui continuent à se plaindre en primaire qu'ils ne touchent pas, ils ne sont pas pris en charge par l'État. Donc, ces chiffres de 100% en 2019 sont à revoir. Donc, les indices de disparité avec l'affectation des enseignants payés par province. En 2014, nous étions à 31 et en 2018, nous sommes à 32. Là aussi, 2019-22, il y a des choses à faire. Les indices de parité genre au primaire, donc en 2014, on était à 0,91, en 2019, 0,90. C'est vrai que là, il faut dire qu'il y a des chiffres qui sont à revoir. Et sur place, on remarque quand même que de plus en plus les jeunes filles viennent à l'école. Auparavant, c'était un domaine réservé aux garçons qui devaient aller à l'école et les filles devaient rester à la maison pour s'occuper des champs. Mais on constate qu'avec la gratuité, c'est vrai, beaucoup de jeunes fillettes viennent à l'école, mais il y a beaucoup à faire là-dessus, surtout pour les zones de conflit où de temps en temps les enfants sont en mouvement avec la guerre et l'insécurité qui sévit là-bas. Donc, il faut beaucoup à faire. Alors, les taux d'achèvement des filles dans les primaires, en 2014, on était à 65%. En 2018, c'est 63,5% et en 2019, les chiffres sont à donner. Donc, il faudrait revoir aussi sur ces points-là, voir dans quelle mesure est possible. Et en 2021, on peut avoir des chiffres précis. Donc, voilà, d'une manière survolée, les indicateurs de suivi à l'accès et à l'équité. Il reste, comme je les souligne,
L'accès, oui, l'accès dans les zones où il ne se vit pas la guerre et les insécurités, l'accès a augmenté avec la gratuité. Et aussi l'équité a quand même essayé. Les chiffres sont en train d'évoluer. Beaucoup de jeunes filles viennent maintenant à l'école, surtout qu'on a déchargé les parents dans les charges qu'ils avaient des frais à payer dans certaines écoles où les frais étaient très élevés. On les a déchargés et on sent quand même qu'il y a une amélioration dans ce qui était, mais beaucoup reste à faire en ce sens-là. Et les taux d'achèvement de primaire qui passent de 70% en 2014 et en 2018, nous sommes à 68,4%. Bon, et ces chiffres peuvent s'expliquer aussi autrement, mais on se pose des questions et comment cela sera réalisable dans la mesure où le gouvernement quitte à essayer d'augmenter les budgets, essaye déjà de réduire les budgets et que l'implication des enseignants dans toute cette politique, les syndicats sociaux sont négligés. Alors, les chiffres sont comme ça donnés, mais est-ce qu'en réalité, est-ce que ce sont de bons chiffres? Voilà pourquoi le sujet d'évaluation est très important pour que les syndicats et les sociétés civiles essaient de proposer aussi quelque chose, essaient de donner des propositions, mais essaient aussi de donner des contre-rapports vis-à-vis de ce que nous recevons toujours du gouvernement. Voilà de manière globale la situation. Alors, nous avons la première revue conjointe de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation qui a eu lieu déjà de 25 au 29 novembre en 2020. Donc, vous avez quand même là le site web et les liens que vous pourrez visiter et avoir plus d'informations. Et c'est vrai, cette année aussi, en octobre, entre, je crois, le 23 et le 25 octobre, le 23 et le 25 septembre 2011, nous avons réuni tous les acteurs qui évoluent dans le secteur éducatif, que ce soit les syndicats, le gouvernement, la société civile, le partenaire qui évolue dans ce secteur en RDC. Et nous avons analysé beaucoup de sujets. Bon, dire analyser, c'est peut-être beaucoup dire, mais les participants ont choisi certaines personnes pour essayer de nous dire ce qui se passe, que ce soit dans le province éducationnel, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des terrains, les activités qui se passent. Mais nous ne sommes pas arrivés à analyser en profondeur ce qui se passe réellement, quels sont les indicateurs, qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc, nous avons passé le temps à écouter les discours des uns des autres, des propositions émanant des partenaires, émanant des associations de parents qui étaient présents, émanant des experts des spaces et tous les autres. Chacun d'une manière ou d'une autre a essayé de présenter et surtout, ce qui a été le point fort, c'est cette présentation de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation entre 2016 et 2025. Et le présentateur, le responsable d'espèce, on dit que beaucoup reste à faire sur les 10 mesures qu'il fallait mettre en œuvre. 3, on peut dire 3 à 7 ont été mises en œuvre, mais beaucoup reste à faire. Et il faudrait vraiment que cette revue sectorielle, comme on dit ici, la revue des performances ici, il reste beaucoup à faire parce que j'avais l'impression, j'avais participé à ça, j'avais l'impression que beaucoup n'ont pas bien compris le sens de la revue sectorielle. Nous sommes passés par là juste pour écouter les propositions, mais les données du terrain, ce qui se fait sur le terrain, quelles sont les difficultés, quelles sont les propositions, qu'il faudra-t-il faire, et nous n'avons pas vraiment écouté ça. C'est vrai qu'il y a un livrable qui va être partagé, que nous attendons de ça, et nous ne sommes pas encore en mesure de comprendre. Donc, beaucoup reste à faire. Il faut former les syndicalistes civils à ça. Et vous voyez déjà, il y a un rapport, par exemple, là, la contribution de la société civile qui pousse le gouvernement. Il y a des liens et des articles, des liens, vous pouvez voir dans les liens qui sont devant vous, des articles réalisés là-dessus. La société civile avec la coalition nationale de l'éducation pour tous, la CONEPS, essaie un peu de pousser
à ce que le budget dans le secteur éducatif passe, qui doit passer jusqu'à 25%. Évidemment, les données en présence nous disent que nous avons atteint 24,% de budget alloué à l'éducation, mais la qualité de ces budgets reste à se poser des questions. Mais ce qui est encore plus curieux, pendant que nous étions dans le revue conjointe en octobre, on nous dit que le gouvernement de la RDC diminuerait les budgets qui doit redescendre de 24,5% à 16,2%. Alors là, c'est un sérieux problème. Si on doit rabattre ce budget, ça pose des questions. Est-ce que on tient compte de ce que demande la stratégie? Est-ce qu'on arrivera réellement à retenir les trois grands, ou bien à réaliser, à mettre en pratique les trois grands axes qui sont soulignés dans la stratégie sectorielle de l'éducation? Merci beaucoup, Jacques, pour cette contextualisation et ce retour de ta participation à ce processus. Donc, voilà, ce qu'on cherche à faire par ce tutoriel, c'est vous doter un peu des éléments supplémentaires qui vous permettent de participer en tant que syndicaliste et membre de la société civile et en tant qu'expert aussi, puisque vous êtes expert en éducation, à tout ce processus de suivi. Donc, il y a certaines choses qui se font. Vous savez que l'organisation en charge du suivi de l'éducation, c'est une équipe indépendante qui s'appelle Global Monitoring Report Unit, qui est basée à l'UNESCO et qui fait chaque année un rapport mondial sur le suivi de l'éducation. Mais ils vont lancer une série qui s'appelle Spotlights, si vous voulez, plein feu, avec des rapports régionaux et des rapports nationaux. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que la RDC fait partie du premier lot de pays, donc vous aurez un rapport en mai 2022. Donc, ce n'est pas un rapport de performance, mais ça s'en rapproche puisqu'on va voir notamment comment en fait la RDC se débrouille en termes d'accès à l'éducation et de qualité des apprentissages fondamentaux. Donc, ce rapport pourra constituer une base de travail. Il y a aussi le projet de créer un répertoire des rapports nationaux de performance et de les mettre en ligne. Et puis, nous allons voir, vous pouvez aller voir sur mon blog, je discute un peu de la question des rapports de performance citoyens. Comme l'a dit Jacques, pour le budget, il y a déjà quelque chose qui s'est fait à un décès. Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'à terme, comme il n'y a pas toujours de rapport de performance fait par le gouvernement, si les données sont mises à disposition, que ce soit des syndicalistes et de la société civile qui fassent un rapport de performance. À l'avenir, c'est possible. Notamment dans le cadre de ce qu'on appelle l'open data, les données ouvertes. Par exemple, la Sierra Leone, vous pouvez aller sur le site de la Sierra Leone, vous avez un portail open data et vous pouvez télécharger la base de données scolaires avec les effectifs des écoles, etc. etc. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont en mouvement et on espère qu'on va pouvoir continuer à vous accompagner avec des ressources qu'on vous encourage à lire, notamment le guide pratique pour les revues sectorielles conjointes dans le secteur de l'éducation qui est réalisé par le Partenariat mondial pour l'éducation. Vous avez le lien ici et vous avez sur leur page tout un ensemble d'outils d'auto-évaluation pour voir si la revue suit certains critères, l'échelle de maturité des revues sectorielles, vous avez un aperçu du guide pratique, vous avez des échanges d'expériences, etc., etc. Donc, vous avez un ensemble de ressources à votre disposition. Et Jacques, je te laisse la parole pour indiquer un peu la suite de ce tutoriel qui est juste une première partie sur le suivi d'évaluation, une introduction. À toi, Jacques. Merci Pierre. Je crois qu'il est important aujourd'hui de former les syndicalistes dans le suivi d'évaluation. Et c'est en ce sens-là que nous avons déjà mis en place l'Académie syndicale en ligne. Nous voulons former les syndicats pour qu'ils participent activement dans l'élaboration de la politique en amont et dans sa mise en œuvre et aussi connaître comment est-ce qu'on peut évaluer une politique éducative. De cette manière, si le gouvernement peut donner des rapports, les syndicalistes et les membres de la société civile peuvent venir à leur tour donner des contre-rapports, bien des propositions, mais aussi évaluer l'action sur le terrain pour que nous arrivions à amener tout le monde à donner une éducation de qualité. Donc, les syndicalistes ont besoin de cette formation et cette formation pourrait donner beaucoup de la matière, beaucoup d'expérience
aux syndicalistes et aux membres de la société civile, et ils peuvent d'une manière ou d'une autre aller concomitamment avec le gouvernement, et de cette manière, avec notre syndicat, la FENICO, mais ensemble aussi avec les partenariats du blog Méridi et les experts comme Pierre, nous pourrons ensemble essayer de propager cette formation, que ça ne se limite pas seulement en RDC, mais qu'on prenne presque tous les pays francophones qui en ont besoin, parce qu'on sent bien que le besoin est là. Nous avons noté pendant l'Académie syndicale en ligne, nous avons noté la soif qu'avaient les syndicalistes, par exemple, du Togo, qui vraiment ont félicité cette initiative, et les autres en ont besoin pour se former, capaciter cette formation et de rendre beaucoup plus pratique les suivis évaluation dans le secteur éducatif, et surtout pour améliorer les systèmes éducatifs en Afrique. Donc, je reste à votre disposition. Ceux qui ont des questions à poser, je suis à votre disposition pour vous répondre. Donc, merci Jacques, nous ferons donc